que dans le temps, on disait, quand ça marche, il ne faut pas en parler. Et là, moi, je suis contente parce que vous êtes là, vous en parlez. Quand on ambitionne d'être une entreprise responsable, on s'attend toujours, généralement, à ce que ça soit une entreprise qui se démarque. Ça, c'est classique, hein, qu'on soit en France ou ailleurs ou partout, même si l'évolution qu'on souhaite maintenant, et là on l'a vu au niveau français avec la loi Pacte notamment, qui demande maintenant aux entreprises de déclarer leur raison d'être. Il y a quand même une attente très forte sur la politique salariale. On attend d'une entreprise comme les vôtres qu'elle se démarque de la masse, qui sort peut-être du fameux SMIC à 40 €, mais aussi des conditions de travail. Donc je voulais avoir un peu votre avis à tous les trois, votre approche à ce sujet. On parle tout le temps de la richesse de Madagascar, que ce soit sur la partie faune, flore, sous-sol, que tout le monde convoite d'ailleurs. Et on s'est dit, il y a une chose en fait que les gens oublient, que nous-mêmes, nous malgaches, on oublie, c'est que pour moi la vraie richesse du pays, c'est le peuple, c'est les malgaches, c'est l'humain. Sila Andrea Manantsara, je suis le fondateur et le dirigeant de Benyang. Donc nous, on s'occupe en fait, on voudrait créer une nouvelle classe moyenne à Madagascar. On voudrait mettre en relation les compétences malgaches avec les entreprises françaises. On part d'une base. La base, c'est des personnes motivées qui ont envie de travailler et qui ont envie d'avancer. On leur apporte une couche de savoir-être, de savoir-vivre. C'est quoi? On leur donne une formation en fait qu'ils puissent appliquer directement pour mieux les élever au niveau sociétal. Les élever, c'est quoi? C'est leur permettre en fait d'être à la même hauteur que les jeunes diplômés en France, par exemple. Je m'appelle Nida Tsivir, je suis mariée, j'ai 2 enfants, un petit garçon qui va avoir 3 ans cette année et une petite fille de 7 mois. Donc chez Benyang, j'occupe la fonction de la CHO, Chief Happiness Officer, le responsable du bonheur. Donc nous appliquons au sein de notre entreprise le management par la bienveillance. Donc plus les collaborateurs sont heureux, plus ils sont efficaces et productifs dans leur travail. Donc au final, ce sera du gagnant-gagnant, car cela aura une répercussion positive sur le développement de l'entreprise. Personnellement, moi, ce qui me touche de travailler ici, c'est que Benyang en fait a pour ambition de créer une classe moyenne, c'est-à-dire la classe moyenne n'existe pas encore à Madagascar, c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Et grâce à ça, en fait, les femmes, les hommes ici à Madagascar ont l'opportunité tout simplement de briller sur la scène internationale et aussi de pouvoir grandir avec la société. Maintenant, c'est pas aussi facile. Et la politique salariale, je l'ai expliqué un petit peu au début, c'était vraiment de partir sur une base où on pourrait proposer un SMIC très bas, mais je pense que on a appris par l'expérience en France que si on voulait avoir quelque chose de bien, il faut passer par la bienveillance aussi. Je pense que la société française est en train de l'expérimenter plus ces derniers temps. On en parle au travail, du bonheur au travail, et quand on parle de Madagascar, on est à des années-lumière de ça en fait. Et on s'est dit, c'est un beau challenge de se dire, si on le faisait sur place. Donc bien sûr, il y a une juste et une meilleure rémunération des agriculteurs locaux, mais il y a tout ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la formation, dans le transfert de savoir-faire, et les former, en fait, quand on disait formation entrepreneuriale, c'est vraiment les former à créer un business durable en quelque sorte. Mais ne pas avoir peur de ce côté business, et qui doit être au service du social. Et nous, notre spécificité, c'est qu'on se positionne vraiment sur le haut de gamme, alors quasiment sur le luxe, moi j'aime pas trop ce là. L'idée, c'est vraiment de tirer vers le haut, c'est d'être une espèce de locomotive, parce qu'on les force à respecter un cahier des charges hyper rigoureux. Donc on ne rachète pas n'importe quoi. S'ils respectent le cahier des charges, on rachète le miel. S'ils ne le respectent pas, on ne l'achète pas, et ça c'est écrit. Mais il faut tirer Madagascar vers le haut. Je m'appelle Thibaut et avec Gaël, Olivier et Engo, mes associés, on a fondé la Compagnie du Miel, une entreprise sociale de production de miel à Madagascar.
Je vais vous expliquer pourquoi Madagascar. À Madagascar, les abeilles se portent bien. La biodiversité est extraordinaire, mais c'est aussi un des pays les plus pauvres du monde. Après mes études, je suis parti y habiter pour une expatriation de 4 ans. J'ai rencontré des apiculteurs qui faisaient des miels extraordinaires, des miels de litchi, de mangrove ou de niaouli. J'ai été tellement séduit par la qualité du produit que j'ai quitté mon job et je me suis lancé dans l'aventure. On a voulu répondre à deux problèmes majeurs, le manque de traçabilité et l'exclusion sociale. À la Compagnie du Miel, on forme des paysans malgaches à l'apiculture moderne, dans des zones reculées, loin de tout pesticide. On leur achète leur miel à un prix avantageux que l'on extrait en respect des normes internationales. Salut Roland. Salut Gaël. Roland, peux-tu nous parler un peu de toi et de ton rucher? Tonga soety aminay nianarako dia Roland ary 10 taona. Mibetsaka ety aminay dia Calyptus miaraka ny feramiasa amin'ny compagnie de miel dia mamina viny izahay fa ametraka risy moderne 200 ao anatin'ny 3 taona. Idée excellente. Une fois le miel récolté, il est filtré, mis en pot et on le retrouve directement sur vos tartines. Ce miel est pur, sans pesticides. Il a un goût incroyable, mais surtout, il a du sens. En participant à cette campagne, vous nous aiderez à former 80 nouveaux apiculteurs et les équiper en ruches modernes. Merci pour votre contribution. Peut-être différemment, c'est que est-ce que dans ce que tu dis, supposons que la Compagnie du Miel, dans 10 ans, n'est plus là, je ne le souhaite pas, mais ça veut dire que pour toi, l'ambition, c'est que vos apiculteurs puissent continuer dans l'activité et toujours voilà, réussir à vivre de cette filière. Oui, et puis qu'ils puissent la transmettre à la génération d'après. D'accord. Ok, merci beaucoup. Oui, la bonne question. Alors, je rejoins beaucoup Thibaut. Alors, la responsabilité d'une société, finalement, c'est quoi? C'est d'abord d'être pérenne. Enfin, de mon point de vue, pour être pérenne, il faut être rentable, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut gagner de l'argent, et comme disait Thibaut tout à l'heure, après, c'est la façon dont cet argent est utilisé. Pour être rentable, il faut, dans le secteur du luxe, enfin, j'aime pas non plus le luxe parce que ça donne une connotation bling. Oui, d'ailleurs, tu l'as dit, il faut surtout qu'on enlève de la tête cette idée que luxe égale bling bling. Oui, luxe, c'est de la valeur ajoutée, c'est vraiment de la valeur ajoutée. C'est du temps, le temps qu'a donné la nature pour faire quelque chose, le temps qu'un homme fait, enfin qu'une personne fait pour créer quelque chose. Et cette rentabilité, en fait, dans le luxe, elle ne peut se faire qu'en capitalisant sur les acquis, parce qu'on n'a pas le temps de capitaliser sur des économies d'échelle comme on le fait dans l'industrie manufacturière. Donc, si on n'a pas ce temps-là, capitaliser sur les acquis, c'est-à-dire ne pas avoir à recommencer à chaque fois, mais forcément on le fait au début, pour capitaliser sur ces acquis, il faut fidéliser. Alors, il faut fidéliser à la fois le client, pour ne pas avoir à changer de client tout le temps, mais pour bien mettre en place des process de coopération, hein, de partenariat, voilà, c'est ça le terme. Et puis fidéliser aussi vos collaborateurs, les personnes qui travaillent avec vous, qui sont dans l'entreprise, pour ne pas avoir effectivement à réapprendre les choses, notamment quand on est très lié avec la création. Alors, cette fidélisation, elle peut se faire évidemment par l'argent, parce qu'on travaille pour de l'argent, il faut bien vivre, mais si on basait cette fidélisation uniquement sur l'argent, ça voudrait sur les salaires, ça voudrait dire qu'il y a ce risque que les gens finalement fassent monter les enchères aussi, hein. C'est tout à fait possible, ils ont le droit de le faire, et que finalement ça aille à l'encontre de ce qu'on recherche. C'est-à-dire que le personnel, les collaborateurs, iraient là où on paye le plus. Et donc, sans, quelque part, sans regarder autre chose. Donc moi, je suis intimement convaincue qu'il faut trouver une bonne combinaison entre le niveau de salaire et les outils qu'on va donner à son personnel pour se projeter, comme vous l'avez dit, dans l'avenir. C'est-à-dire que le luxe étant une petite quantité, en ce qui me concerne, je sais que je vais me limiter à un moment donné parce que je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie de faire plus qu'il ne faut. Et donc, si les commandes il faut pouvoir les donner ailleurs. Et ça, c'est un changement de mentalité de se dire,
si j'ai trop de commandes, il faut que je les donne ailleurs. Et donc, si on arrive, moi le jour où j'arriverai à ce que des personnes qui ont travaillé avec moi me disent eh ben, madame, je vais monter ma boîte, ça serait vraiment le summum, quoi, en fait, hein, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. On a tellement de choses à vous demander, à savoir. Donc, du coup, je vais enchaîner avec toi, Ougne, puisque Ougne, elle a choisi la repatriation. Il y a 2 ans, tu es rentrée ou il y a... Oui. Donc, je voulais savoir, quand et puis comment t'es venue l'idée de la repatriation. C'est vrai que c'est une question que se pose pas mal de jeunes de la diaspora, mais voilà, je rencontre aussi beaucoup de monde qui à 55 ans, 60 ans me disent en fait il y a 20 ans je me suis posé la question si j'allais rentrer ou pas, et puis qui n'ont jamais passé de cap. Donc je voulais voir voilà, comment et quand est venue cette idée de la repatriation et comment tu l'as vécu. J'étais dans un groupe qui pousse les gens en fait à sortir de leur zone de confort et à se réaliser. Donc, quelque part, il y avait beaucoup de bienveillance dans ce que je souhaitais faire. Donc, j'ai présenté le projet et on m'a dit, ça tient la route. Donc, du coup, ça vous aide à dire, ils ne vont pas franchir le pas pour vous, hein, c'est clair, mais en tout cas, ça vous aide à y aller parce que ça rejoint un projet, ça rejoint aussi un projet personnel, un projet familial. La seule chose, c'est qu'il ne faut, et c'est l'erreur que j'ai faite, il ne faut pas idéaliser le retour, quelle que soit la forme que ça prend, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous rentrez dans votre pays, finalement, que les gens vont être... ils n'ont aucune raison d'être plus bienveillants ou plus méfiants. Mais si on part, je dirais, avec une idée de j'apporte quelque chose de bien, on n'en sait rien en fait, hein, et vous pouvez être déçus. Donc, le fait de se dire... il n'y a peut-être aucune raison d'être bienveillant, il n'y a aucune raison d'être méfiant. Du coup, ça vous permet de garder en tête des réflexes de protection, on peut dire ça comme ça. Et parce que vous le vouliez ou non, vous apportez le changement. Parce que vous venez d'ailleurs, vous êtes peut-être malgache, mais vous apportez le changement. Et donc, vous allez peut-être perturber la façon de faire des gens. Et donc, ce changement, il y a des techniques pour le conduire, en fait. Et quand on se dit que quand on retourne dans son pays, ben, on ne pense pas tout de suite à si, il faut faire attention aux techniques. Et ça peut donner beaucoup de désillusions, mais ça en vaut le coup. Mais finalement, en fait, quand on revient au pays, on ne l'est plus tellement. On s'est approprié la culture qu'on a pris en France. Et il y a un vrai décalage entre ce que l'on vit à Madagascar et en France. C'est une réalité, hein. On peut pas, je ne peux pas sortir d'autres mots. D'ailleurs, la première impression quand vous arrivez sur place, ah là ça va ça. Donc, il faut remettre les choses, il faut remettre les pendules à l'heure, je pense. Il faut leur expliquer. Il y a effectivement ce sentiment d'infériorité. Il y a un vrai complexe d'infériorité. Il faut leur montrer en fait, il faut leur redonner confiance. Comment est-ce qu'on peut redonner confiance à un peuple qui se sent rabaissé, qui est classé parmi les derniers dans le classement mondial? Et ben en fait, il faut beaucoup de patience déjà, il faut du temps, il faut aussi beaucoup de coaching, leur expliquer finalement pourquoi on le fait, leur dire tout simplement, hein, parce qu'on ne le dit pas assez, qu'ils sont bons. On est toujours dans un schéma où on dit oui, mais vous êtes mauvais, vous êtes bon, bah oui, mais il faut leur dire qu'ils sont bons. Et à partir du moment où ils commencent à avoir confiance en eux, on lance des petits défis finalement, c'est les missions qu'on a au quotidien qui nous permettent de finalement dire, tu vois, tu as réussi. Et petit à petit, ils montent vers le haut. C'est un petit peu cette notion d'élever les personnes en fait pour qu'ils prennent conscience de leurs compétences. Moi, il y a toujours, chez nous, il y a toujours un petit peu cette fierté quand je raconte à des personnes qu'on a une chef de projet événementiel sur Mada qui arrive à gérer 80 personnes pour partir aux Arcs. Aux Arcs, c'est le ski, quoi. Il n'y a pas de ski chez nous. Donc
prouver justement qu'une personne qui n'y a jamais mis les pieds arrive à organiser ce type d'événement, d'appeler les hôtels, d'expliquer à toutes ces personnes qui vont se rendre à un endroit bien donné, enfin à tel endroit, et qu'il faut gérer 20 personnes sur un bus, l'autre sur tel type moyen enfin, sur plusieurs moyens de locomotion, et ben ça prouve tout simplement qu'ils en sont capables. Et cette capacité, cette compétence, c'est presque inné finalement. Tout le monde l'a en fait. Mais il faut leur donner leur chance et il faut les aider finalement à fleurir. C'est un peu comme une plante. En fait, la difficulté interculturelle que j'ai ressentie, c'est qu'en fait, on n'est ni l'un ni l'autre. On n'est ni français, on n'est ni malgache. Donc, c'est difficile. C'est très difficile à porter, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. Et en fait, vous faites face à la défiance des gens qui vous disent « mais qui vous êtes finalement? C'est quoi vos bases ?» Et pour contourner ça, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même universel, qui est universel, en fait c'est l'humour. C'est essayer de mettre un maximum d'humour dans ce que vous faites. Et c'est hétéroïde comme une autre, mais ça marche vraiment parce que l'objectif, c'est pas de donner des leçons de morale. Aujourd'hui, on est là, c'est absolument pas pour vous donner des leçons de morale, c'est juste pour dire, on a vu quelque chose, on veut le partager, on souhaite le partager. Vous le prenez, ça nous ferait plaisir, vous le prenez pas, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a aucun jugement, on n'est pas là pour dire voilà ce qui se passe ailleurs et c'est ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur pour vous, c'est ce que vous voulez faire pour vous en fait, et personne d'autre ne pourra vous le dire. Donc voilà comment, en tout cas de mon côté, je gère un petit peu la différence qu'il y a eu entre vivre ici et puis retourner là-bas et travailler avec les malgaches sur place. Mais j'ambitionne effectivement d'ouvrir ou d'impulser des personnes qui voudraient créer pour le local, parce qu'à Madagascar, on n'a aucune marque locale en fait finalement en matière de mode et de textile. On achète en Asie, on achète un peu partout et on ouvre des magasins pour revendre. Alors, en France, il y a des créateurs malgaches qui percent, mais en local, on ne les retrouve pas. Donc il y a vraiment un marché et qui remplacerait du coup tout ce marché non vertueux de la friperie. Donc c'est vraiment un secteur qui a de l'avenir, c'est-à-dire créer des marques, même si ce ne sont pas des marques très créatives. C'est pas grave. Donc, et ça permettrait de revaloriser effectivement les textiles locaux. Le dernier défilé de Dior portait sur l'Afrique. Il y avait énormément de wax. À Madagascar, nous on a la filière soie. Ce qui a été annoncé récemment par le gouvernement, c'est d'ouvrir, c'est encore de démultiplier la filière coton qui est déjà très concurrentielle et qui est une industrie, agriculture intensive. Donc ça va à l'encontre de ce qui se fait ailleurs. Nous avons une filière soie qui est complètement délaissée, alors qu'elle est vraiment très riche. Alors après, effectivement, il faut l'adapter au goût du jour, il faut l'adapter à ce que demandent les créatifs, mais elle existe et elle mérite d'être valorisée. Donc merci d'avoir posé la question, parce qu'il y a des richesses dans le textile en Afrique et à Madagascar. Pour répondre à monsieur, en fait, qu'est-ce qui nous fait peur dans le terme luxe, et c'est pour ça que j'aime pas ce terme, c'est qu'automatiquement on se dit ça va coûter cher. En fait, le luxe, c'est pas que ça coûte cher, c'est que pour faire un produit luxueux, on met du temps. Donc on met du temps, ou alors on utilise une matière qui a mis du temps à se faire en fait. La nature a mis du temps pour faire, je ne sais pas, pour faire du miel, la nature met du temps pour faire du miel. Et c'est ce temps-là en fait que l'on valorise. Mais si on sait équilibrer le temps par rapport au pouvoir d'achat à Madagascar, il n'y a aucune raison de ne pas faire quelque chose de qualitatif. Donc moi je suis persuadée que ce n'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de se dire voilà, je veux faire quelque chose de qualité. Et ça ne sera pas forcément quelque chose de cher. Je vais me permettre d'élaborer peut-être un peu sur la question. Je pense qu'une des clés qu'on n'a pas encore abordées, c'est comment est-ce que vous avez trouvé vos clients. On comprend très bien que quand vous avez une ressource qui est utile, qui crée de la valeur, et qu'en plus vous avez de la richesse à redistribuer à Madagascar, forcément ça fonctionne bien. Et l'intention est très vertueuse.
Mais tout ça, ça ne fonctionne que si justement vous trouvez des clients qui vont acheter votre miel, votre prestation intellectuelle, votre prestation de broderie suffisamment chère. Et le succès du business, il commence avant tout par là. Et le profit voilà, qui est généré, il commence avant tout par là. Comment vous avez fait pour réussir à vendre cher? Quand on a proposé Madagascar, effectivement, il y a un premier réflexe qui vient, c'est de se dire ça va être pas cher. C'est gênant. Sauf que la vraie, j'ai envie de dire, la bonne réponse, c'est qu'il y a un prix marché sur chaque produit en France et il n'y a pas de raison qu'on brade en fait nos prestations et nos produits. On a énormément de richesses, aussi bien culturelles que matérielles, qui sont ultra rares. Et au contraire, au lieu de les brader à tout venant, il faut surenchérir et leur dire c'est quelque chose qui va disparaître finalement. Donc vous avez plutôt intérêt à l'acheter maintenant. C'est vrai que sur une prestation intellectuelle, ça ne peut pas disparaître. Mais ça reste rare quand même. Il y a des métiers chez nous, il y a des clients qui nous demandent et qui nous appellent matin, midi, soir pour augmenter la production parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver ces ressources ici. Et quand je parle de ressources, en fait, finalement, je parlais tout à l'heure de notre culture, mais c'est valable aussi bien sur les biens qui existent à Madagascar. Et ben, on se rend compte qu'on néglige énormément en fait, tout notre héritage culturel. Ce que j'entends par héritage culturel, c'est que l'artisanat malgache, elle passe complètement à côté alors qu'on rentre dans une industrie de masse où on achète tout, on veut faire comme à la télé ou comme le font le reste du monde. Et pourtant, dans le monde du luxe, justement, ils sont en quête de cette authenticité. Et pour moi, la richesse de Madagascar, c'est ça, c'est l'authenticité de notre culture. Il y a des choses qu'on retrouve partout sur l'île, une vraie compétence que même nous, dans les grandes villes, on a oublié en fait. Et quand on parle d'éthique tout à l'heure, c'est aussi dans notre éducation. Le malgache, il a hérité on a une forte culture de valeur en fait dans la culture malgache, qu'on a souvent considéré comme un frein, mais je pense que ce n'est pas un frein, c'est plutôt c'est le remettre au goût du jour et l'adapter finalement à la demande du marché qui en demande. Donc il n'y a pas de raison pour le brader, quoi. C'est rare. Un bon produit se justifie, mais après il faut aussi le justifier. Il faut montrer qu'il y a rien que le packaging est important. On a beau avoir le meilleur produit du monde, si on ne présente pas dans un packaging adapté, et non, ils ne vont pas vouloir, c'est normal. Mais si on raconte le bon message, on fait passer le bon message, le bon packaging, on n'a jamais négocié les prix, et sauf, on m'a déjà dit non, mais on m'a pas dit, et c'est ça l'avantage du haut de gamme aussi, c'est que tous les choses ont un prix, et je reprends une phrase par exemple de Thierry Marx, qui est un chef, moi que j'aime bien beaucoup à titre personnel, qui disait c'est normal de payer sa baguette de pain, ne serait-ce qu'un €80, si ça rémunère bien tout le boulanger et toute la filière qui en dépend. Moi je pense que c'est le rôle de la diaspora quelque part. Parce qu'il y a les gens d'ici, les gens de là-bas, il y a toujours cette espèce d'opposition alors qu'on a besoin d'être une équipe. Et si on voit, si certaines malgaches voient des choses que les malgaches à Madagascar ne voient pas, eh ben, il faut le partager. C'est-à-dire que nous, notre rôle ici, on a peut-être plus de facilité à trouver des clients. En tout cas, c'est en ce qui me concerne, ça a été le cas. C'est parce que j'ai travaillé 20 ans que j'ai établi des contacts, et ces contacts-là, voilà, il y a la possibilité de les partager. Donc ça pourrait définir en fait le rôle de la diaspora. Vous êtes en dehors de Madagascar, vous nous apportez en fait un client, et après derrière il y a des gens qui vont produire. Donc voilà, c'est une réflexion qui vient par rapport qui est venue comme ça, hein. J'ai pas du tout réfléchi. Nous sommes une équipe, et trouver des clients, il y a peut-être des gens qui sont plus à même de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux moyens justement des locaux? Est-ce qu'il y a des ouvriers de France, des ouvriers des chocolatiers en fait, qui sont cotés, qui sont dans le luxe, qui fabriquent des chocolats et qui ont des plantations à Madagascar, dont les ouvriers, par exemple les gens qui travaillent là,
les paysans n'ont jamais goûté le chocolat. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que je ne sais pas s'il y a une politique qui fait que cette production est aussi destinée. Donc c'était lié un petit peu à la première question, à qui est destiné le produit de luxe. Et on dit qu'à Madagascar, en fait, il y a beaucoup de ce qu'on appelle en économie des niches. Où en fait, il y a beaucoup de choses qui marchent, mais à très petite échelle, finalement, et effectivement à très forte valeur ajoutée. Mais ce dont Madagascar a besoin, d'une certaine manière, il faut le temps, hein, c'est ce qu'on va prendre, c'est notre richesse, c'est ce passage à l'échelle. Et donc ma question est comment faire pour qu'il y ait 10, 20, 100 Thibaut, qu'il y ait 30, 40 Thiel, qu'il y ait 20, 40 Oun. Comment le faire? Comment faire en sorte que que ce que vous représentez, puisque vous dites qu'il y a la place? Parce qu'effectivement, la question aussi, j'ai l'impression que ça change un peu là-dessus, c'est que dans le temps, on disait, quand ça marche, il ne faut pas en parler. Et là, moi, je suis contente parce que vous êtes là, vous en parlez. Et donc, comment justement transformer cette idée qu'il ne faut pas en parler, mais qu'au contraire, passer à l'échelle? Merci. Moi, je travaille dans l'événementiel exclusif haut de gamme, notamment à Madagascar. Et je rebondis un peu sur vos témoignages. Il en ressort qu'il y a à peu près 4 piliers pour évoluer dans le haut de gamme à Madagascar. C'est notamment l'humain, la bienveillance, le partenariat et la formation. Est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose qui peut accompagner cet essor du haut de gamme à Madagascar? Alors si moi je devais redéfinir le luxe, c'est presque un débat philosophique finalement, qu'est-ce que le luxe? Si on regarde dans le temps, ça a énormément évolué, disons mais quelque part il y a un fil conducteur, c'est ce qui est quelque part ce qui est rare en fait. Donc avant c'était peut-être la fourrure, des choses qui sortent de l'ordinaire, auxquelles la grande masse n'a pas forcément accès. Je l'appellerais comme ça. Maintenant je pense qu'on est dans une société qui a énormément évolué. Et je dirais que le luxe maintenant devient de plus en plus responsable, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de... La quête de quelque chose de rare fait que pour que quelque chose soit rare, finalement, il faut chercher une certaine authenticité. Et c'est dans cette quête d'authenticité où le luxe rejoint finalement les pays en voie de développement, quelque part, parce qu'on est en quête aussi dans notre société moderne d'une certaine... On a tellement grandi dans un certain confort dans la société moderne qu'on cherche l'authenticité de notre raison d'être. Et finalement, notre raison d'être, on la retrouve dans les populations primitives. Donc quand on regarde en fait, par exemple, j'aime bien l'exemple en fait où vous voyez un village très éloigné, loin de toute civilisation, qu'ils ont fait venir sur Paris et qui disent, que le journaliste pose la question à la fin en disant ben voilà, vous avez vu la société moderne. Et il est interloqué en disant il y a quelque chose moi qui m'a choqué chez vous, c'est que quand un enfant pleure dans un endroit, personne ne s'en occupe, c'est plutôt à qui est cet enfant. Donc là on surle, on dit ah, mais c'est l'enfant de qui, il n'arrête pas de pleurer, alors que chez nous au village, quand un enfant pleure, c'est la première personne qui est à côté qui va s'en occuper. Et c'est cette authenticité-là, je pense que le luxe est en train d'essayer de rechercher dans les produits. En posant la question, est-ce que nos produits, en tout cas moi, les prestations que l'on fait sont destinées exclusivement à la France? Pourquoi? Parce que je suis en France et c'est ce que je sais faire. Je pense, comme le dirait Thibaut, dans la redistribution de valeur, certes, ils n'ont pas accès à cette... on ne le vend pas de manière locale, mais par contre, les retombées se font localement. Ça nous permet quelque part de garder nos prestations intellectuelles sur le sol, parce qu'on aura besoin de cette prestation plus tard pour évoluer aussi. Donc c'est une personne qui consomme local sur place avec un bon niveau de vie, ça va faire développer l'ensemble du pays, même si peut-être qu'il pourrait se développer à l'étranger. Donc c'est tout ce mécanisme en fait qu'on essaie de maintenir et de manière vertueuse en se disant bah, gardons nos compétences sur place et on peut le partager de manière à ne pas sortir du territoire. L'autre question, je crois que c'était sur qu'est-ce qui manquerait,
Qu'est-ce que tu rajouterais en fait quel pilier tu rajouterais s'il y avait... Il y a tellement de piliers quand on arrive sur Madagascar qu'en fait, c'est... j'ai envie de dire, c'est la patience en fait. Et c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas être pressé. On ne peut pas tout de suite scaler quelque chose en se disant comment est-ce que je peux le mettre à l'échelle. Par contre, nous, on se dit, on veut en fait montrer à tout le monde qu'il y a quelque chose de faisable sur place. Et tout ce qu'on veut finalement, c'est qu'on nous copie et qu'on fasse la même chose, mais comme le dirait Thibaut, qu'on le fasse bien en fait. Donc pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer, lancez-vous, mais lancez-vous bien. Alors, la définition du luxe, ben, on va pas, enfin, il ne faut pas que ça reste philosophique. Passer, je sais pas, 2 jours dans une cabane dans un arbre où il n'y a personne, ça peut être du luxe, et c'est certainement du luxe. Donc c'est un petit peu par rapport à vos besoins, par rapport à vos attentes. Quand vous êtes fatigué, ben, vous avez besoin de sérénité. C'est un luxe. Donc enfin, moi je considère que c'est plus par rapport à la valeur ajoutée et à votre besoin. Alors c'est vrai que le luxe a beaucoup été rattaché à un produit, que ça soit palpable, mais aujourd'hui c'est plus des sensations. C'est des sensations de se dire, ben voilà, je fais quelque chose d'unique, par exemple. Et donc c'est très difficilement palpable, mais c'est réalisable. Et c'est bien parce qu'en fait ça entretient la rareté, l'unicité. Voilà, moi, la définition que je peux en avoir aujourd'hui, à qui il est destiné, j'ai envie de dire à tout le monde en fait. Hein. Dans ma vie antérieure, on croise des gens qui ont mis 20 ans pour acheter un sac, mais ils ont mis ces 20 ans et ça a une valeur. Et puis à côté, il y a des gens qui ont les moyens de le faire et qui en achètent 10 dans la semaine. Donc, mais le sac est un produit de luxe. Donc c'est vraiment, je pense que c'est très, très personnel. Et c'est vrai que bon, pour vendre le luxe, on standardise beaucoup les besoins. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça reporte un petit peu à ce qu'on souhaite. C'est très personnel finalement. Pour répondre à madame par rapport à la notion de partage, alors je rejoins complètement votre point de vue et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que, et c'est pour ça, enfin, j'en parlerai après, c'est qu'on ne le dit pas, on ne le dit pas et c'est vraiment dommage parce que du coup on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment faire alors qu'il y a des possibilités. Et je redis encore ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a de la place parce que c'est logique, on va faire des petites quantités. Donc si on veut garder la qualité, il ne faut pas trop grandir trop vite, mais s'il y a des commandes, eh ben, autant le donner aux voisins. Mais le donner au voisin qui sera dans le même mood que vous, à qui vous aurez confiance et que vous pourrez cautionner. Donc c'est pour ça que, en tout cas, c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette intervention, parce que c'est pour dire, enfin, ça fait un petit peu marxiste-léniniste si je dis, réunissons-nous pour porter l'image d'une Madagascar à forte valeur ajoutée et non pas un Madagascar industriel, Madagascar de masse. Et si un secteur est dans l'industrie de masse et qu'un autre est dans l'industrie à forte valeur ajoutée, il y a une incohérence. Donc il y a une responsabilité de ceux qui nous dirigent de choisir vers quelle voie on veut aller. Voilà. Et je pense que nos interventions aujourd'hui montrent qu'on peut aller dans cette voie. C'est un risque, bien sûr, hein, parce qu'on se dit, on a le mass market, c'est quand même, c'est ce qu'on connaît, et le luxe, on ne le connaît pas, mais je pense que c'est complètement, c'est faisable. Voilà. Mais très rapidement, un peu pour rebondir sur la question de Mireille d'ailleurs, comment allons-nous faire pour faire Santiago, Saint-Quentin, etc. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais je crois que ZAM a cette ambition de vouloir inspirer et de dire un peu aux personnes, je sais qu'il y a pas mal de personnes dans cette salle même qui aimeraient bien faire ce retour vers Mada, ou en tout cas investir, et c'est un peu comme ça aussi notre rôle, en tout cas en tant que plateforme qui rassemble, qui met en lien les gens, c'est de se dire, si c'est possible pour Thibaut, pour Tila Pouroune, c'est possible pour vous aussi, donc voilà.